Vous allez vous mettre à la place d'un élève pilote préparant en compagnie de son instructeur une navigation au départ de l'aérodrome de Péronne et à destination de l'aérodrome d'Amiens. Pour répondre à ces questions, vous pourrez être amené à utiliser les documents D1 et D2. Question 1. Pour commencer la préparation de votre navigation, et après avoir identifié sur le document D1 le point central des aérodromes de départ et d'arrivée, calculez la distance réelle séparant ces deux aérodromes. Vous obtenez A 93 km, B 46 km, C 9,3 km ou D 46 nautiques. Utilisons le document D1. Notons le point central des deux aérodromes. Que faire ensuite? Mesurons, à l'aide d'une règle, la distance sur la carte entre les deux aérodromes. Nous mesurons environ 9,2 cm. Attention, cette carte n'est pas sa taille réelle. Elle possède une échelle qui est de 1/500 millième. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que 1 cm sur la carte correspond à 500 000 cm dans la réalité. Ce qui revient à dire que 1 cm sur la carte correspond dans la réalité à 5 km. Il suffit donc d'utiliser la quatrième proportionnelle et de réaliser le calcul suivant qui nous permet d'obtenir la distance entre les deux aérodromes qui est de 46 km environ. La réponse à cette question est la réponse B. Attention, ici, le piège pourrait être celui des unités. Nous avons 46 km, 46 nautiques. Attention, ici nous sommes sur une carte aéronautique. Les distances se mesurent en centimètres, se convertissent dans la réalité en kilomètres. Question 2. Les aérodromes de Péronne et d'Amiens ont la même latitude. Vous en déduisez que la route vraie de Péronne à Amiens est A 120 degrés, B 90 degrés, C 250 degrés ou D 270 degrés. Pour pouvoir déterminer cette route vraie, on va utiliser la carte, c'est-à-dire le document D1. Effectivement, pour une route vraie, on se réfère au nord géographique. Qui dit nord géographique dit cartographie. Nous allons relier les deux aérodromes et nous allons utiliser un rapporteur. Attention, on va bien de Péronne à Amiens. Il faut donc placer correctement le rapporteur, le centre du rapporteur au centre de l'aérodrome de Péronne, et nous pouvons constater que si nous allons vers Amiens, nous allons vers l'ouest, ce qui correspond à une route vraie de 270 degrés. Le piège ici, c'est de ne pas placer le rapporteur au bon endroit et de le placer par exemple au centre d'Amiens. Dans ce cas-là, on se retrouverait avec une route de 90 degrés. Question 3. Votre instructeur vous indique que la déclinaison magnétique est de 1 degré ouest. Pour obtenir votre route magnétique, vous devez A. Soustraire cette déclinaison à la valeur de la route vraie, B. Additionner cette déclinaison à la valeur de la route vraie, C. Ignorer cette indication car la route vraie est toujours identique à la route magnétique, D. Multiplier cette valeur par le facteur d'échelle de la carte. Tout à l'heure, nous avons utilisé la notion de route vraie, qui prenait comme référence le nord géographique. Ça, c'est la partie cartographique. Cependant, lorsqu'on est dans l'avion, nos instruments se réfèrent au nord magnétique. Pourquoi le nord magnétique? Eh bien parce que la Terre possède un champ magnétique et il y a donc un nord géographique et un nord magnétique. Entre les deux, il y a un angle. Cet angle s'appelle la déclinaison magnétique.
Imaginons le nord vrai. Le nord vrai sur une carte. À l'endroit où je me positionne, sur Terre, il existe une déclinaison magnétique ouest, c'est-à-dire que mon nord magnétique se situe à gauche du nord vrai. La déclinaison est dite ouest. Si maintenant je me positionne sur Terre à un endroit où le nord magnétique est à droite du nord vrai, eh bien je serai dans le cas d'une déclinaison magnétique est. Prenons le cas par exemple d'un avion qui suivrait cette route. Par rapport au nord vrai, on mesurerait 90 degrés, sauf que dans l'avion, puisqu'il faut prendre en considération le nord magnétique, je me rends compte que l'angle est plus important. Il va donc falloir ici que j'ajoute ma déclinaison magnétique. Essayons maintenant avec une déclinaison magnétique est. On constate ici que mon angle est beaucoup plus petit. Donc dans le cas d'une déclinaison magnétique est, je vais retrancher cette déclinaison magnétique à ma route vraie. Donc ici, dans ce cas-là, nous avons une déclinaison magnétique de 1 degré ouest. Donc par rapport à la route vraie, je vais additionner cette valeur à la valeur de ma route vraie. Question 4. À partir des toutes dernières informations météorologiques, votre instructeur vous indique qu'en vol, il vous faudra suivre un cap magnétique inférieur à la route magnétique. Vous en déduisez A. Le vent est traversier et vient du sud. B. Le vent est traversier et vient du nord. C. Le vent souffle de l'est. D. Le vent souffle de l'ouest. Regardons un petit peu ce qui se passe pour un aéronef qui viendrait de Péronne vers Amiens. Si le vent souffle de l'ouest, le vent va être en face. Nous allons donc avoir une vitesse sol inférieure à la vitesse propre de l'avion. Mais en rien, ça va changer la trajectoire de l'aéronef. Le cap magnétique sera égal à la route magnétique. Pareil, si je m'organise dans un cas de vent qui viendrait de l'est, je vais avoir du vent dans les fesses, ma vitesse sol va être supérieure à ma vitesse propre, mais je ne vais pas changer ma trajectoire. Là encore, le cap magnétique sera égal à la route magnétique. Par contre, imaginons que mon vent vienne du sud. C'est un vent de traversier, il vient du travers. Je vais avoir, si je ne fais rien, la trajectoire de mon aéronef qui va plutôt remonter vers le nord. Tandis que si j'ai un vent de traversier qui vient du nord, et si je ne fais rien, mon aéronef va voir sa trajectoire dirigée vers le sud. Je ne vais donc pas pouvoir garder ma trajectoire de Péronne à Amiens. Pour ce faire, je vais donc, comme l'indique la question, modifier mon cap magnétique, c'est-à-dire qu'on nous dit que le cap magnétique est inférieur à la route magnétique. C'est-à-dire que la route magnétique était de 271 degrés. Je vais donc diminuer cette valeur. Je me retrouve dans cette circonstance-là avec un avion qui a plutôt le nez vers le sud. Ainsi, je vais pouvoir garder ma trajectoire si le vent vient du sud. Je contre le vent. J'avance un peu en crabe. Je mets le nez de mon avion dans le sens contraire du vent, de sorte à ne pas modifier ma trajectoire et pouvoir garder ma trajectoire. Donc ici, la réponse à cette question
et le vent est traversier et il vient du sud. Question 5. Les prévisions météorologiques indiquent également une visibilité horizontale de 7000 mètres et une couverture nuageuse faible à partir de 12 000 pieds. Pour votre vol prévu à l'altitude de 2000 pieds, cela implique que A. Les conditions de vol à vue ne sont pas suffisantes, le vol doit être reporté. B. Les conditions de vol correspondent au vol aux instruments. C. Les conditions de vol à vue ne sont pas suffisantes, mais vous tentez quand même le vol. D. Les conditions de vol à vue sont respectées. Nous volons en mode VFR, donc c'est-à-dire que nous devons toujours être en dehors des nuages et en vue du sol en dessous de la surface S. En aucun cas, nous utiliserons le vol aux instruments. Donc la réponse B peut être éliminée. Les conditions de vol à vue ne sont pas suffisantes, mais vous tentez votre vol quand même. Bon, pour l'instant on ne se pose pas la question si elles sont correctes ou pas correctes, mais si elles n'étaient pas suffisantes, on ne tente pas le vol, bien évidemment. Donc là, la réponse C peut être éliminée. En l'occurrence, la couverture nuageuse est à 12 000 pieds, ce qui est vraiment très élevé. Et nous avons une plutôt bonne visibilité de 7000 mètres. Ici, les conditions de vol à vue sont respectées. La réponse à cette question est la réponse D. Question 6. En vol, la météo peut toujours se dégrader. Votre instructeur vous demande de prévoir un déroutement. Il vous faut donc repérer sur la carte A. Un raccourci, B. Des autoroutes qui sont de très belles pistes d'atterrissage, C. L'aérodrome de Saint-Quentin car il est à proximité de votre point de départ, D. L'aérodrome d'Albert car situé environ à mi-chemin. Pour cela, reprenons notre carte du document D1. Un déroutement, c'est-à-dire que l'on va modifier le plan de départ. Au lieu d'aller de Péronne à Amiens, eh bien on va se diriger vers un autre aérodrome. Bien évidemment, les autoroutes ne constituent pas de très belles pistes d'atterrissage. Donc, celle-ci, on peut l'éliminer. Un raccourci, on peut également éliminer cette réponse. L'idée, c'est de se mettre en sécurité. Si ça se dégrade très vite, il faut pouvoir se poser très vite. Regardons un petit peu où se situe Saint-Quentin. Alors, Saint-Quentin se situe ici et l'aérodrome d'Albert se situe ici. Bon. Une fois en route, si je me situe par exemple à cet endroit-là, eh bien si je dois me dérouter, changer mes plans, je ne vais pas revenir à Saint-Quentin. Je vais aller au plus près et le plus près c'est l'aérodrome d'Albert. Donc la réponse à cette question est la réponse D, l'aérodrome d'Albert, car situé à mi-chemin. Question 7. Votre aérodrome de départ étant situé à moins de 10 km de la CTA Creil 2, A. Vous demandez une clairance radio sur la fréquence 119,85 MHz. B. Vous contactez la CTA de Creil pour obtenir l'autorisation du décollage. C. Vous ne prévoyez pas de traverser cette zone, vous n'êtes pas obligé de la contacter. Et D. Vous déposez obligatoirement un plan de vol. Bon. Regardons un petit peu où est cette CTA Creil 2. Effectivement, elle est ici et nous partons de Péronne vers Amiens. Notre vol est prévu pour un vol à 2000 pieds. Imaginons ici, notre avion est à 2000 pieds. À quel niveau de vol commence la CTA de Creil? Flight level 55. Donc bien au-dessus de l'altitude ou de la hauteur à laquelle va voler l'aéronef. Étant donné que la CTA de Creil sera au-dessus de nous, il n'y a pas besoin de contacter cette zone pour la traverser. La réponse à cette question est la réponse C.